Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Le recensement de 2021 dénombrait environ 70 000 Inuits au Canada. Pour mieux connaître leur réalité linguistique, nous rencontrons cette semaine Richard Compton, professeur au département de linguistique de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la transmission et la connaissance de la langue inuit. Détenteur d'un doctorat en linguistique de l'Université de Toronto en 2012, Richard Compton s'intéresse à la grammaire de l'Inuktitut et de l'Inuinnaqtun. En collaboration avec Emily Kudlak, il a publié en 2018 un dictionnaire de l'Inuinnaqtun. Au microphone de Catherine Égaud, Richard Compton précise certaines réalités méconnues, nous présente différentes particularités de la langue des Inuits et décrit quelques-uns de ses outils et défis pour le présent et pour l'avenir. Richard Compton, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé aux langues autochtones? Vous vous intéressez aux langues autochtones d'Amérique du Nord en général, plus particulièrement inuit? En fait, quand j'étais à la maîtrise, je suivais un cours de linguistique de terrain et j'ai vraiment adoré ça, mais en fait, c'était une langue africaine. C'était un cours dans lequel il fallait interagir avec un participant à la recherche qui parlait cette langue comme langue maternelle. Et j'ai adoré l'interaction qu'on avait avec cette personne, de tester nos hypothèses, lui poser des questions. Après ce cours, j'ai découvert qu'il y avait une professeure dans mon département qui faisait de la recherche sur l'Inuktitut dans l'Est du Canada et j'ai commencé à travailler avec elle. J'ai fait mes recherches de maîtrise et ensuite de doctorat sur la langue inuit et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Alors, vous parlez de langue inuit. En général, on parle de l'Inuktitut pour dire la langue des Inuits. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir un peu plus clair dans ce qu'est la langue inuit? Oui, donc l'Inuktitut est le terme utilisé par les Inuits dans l'Est du Canada, donc dans une grande partie du Nunavut, au Nunavik, au nord du Québec, au Labrador. Mais en fait, dans chaque région de l'Arctique, les Inuits utilisent différents termes ou différentes prononciations pour leur langue ou leur variété de la langue. Et donc, parfois, c'est prononcé Inuktitut avec 2 T. Parfois, c'est Inuktitut. Au Labrador, parfois, c'est Inuktitut. Et dans l'ouest de l'Arctique du Canada, il y a d'autres noms pour d'autres variétés comme l'Inuinnaqtun, Salurmutun, Omarmutun. Et la langue inuit s'inclut aussi les variétés en Alaska comme l'Inupiaq ou d'autres variétés comme le groenlandais ou le Kalaallisut. Et donc, si je dis la langue inuit, c'est pour englober toutes ces différentes variétés qu'on pourrait décrire comme un continuum dialectal. Ces différentes variétés qui changent peu à travers cette vaste zone géographique. Et on pourrait peut-être aussi dire que ce sont des langues émergentes, sont en train peut-être de devenir des langues distinctes. Donc, pour l'instant, ce sont des variantes dialectales? Oui, mais pour les linguistes, en fait, c'est assez compliqué de décider la différence entre une langue et un dialecte. Il y a des critères linguistiques qu'on peut apporter, comme si les locuteurs de ces variétés se comprennent ou non. Les gens qui sont dans des régions géographiques plus proches comprennent mieux, mais quelqu'un de l'Est du Canada et l'Ouest du Canada ne vont pas forcément pouvoir se comprendre dans leur langue. Mais en partie, c'est aussi socio-politique, géopolitique, dans le sens que les étiquettes comme langue, dialecte, il y a un certain jugement de valeur aussi. Donc, quand on regarde la différence entre le français et le picard, est-ce qu'on va dire que le picard est un dialecte du français ou est-ce que c'est une autre langue à part? Et la réponse à cette question n'est pas purement linguistique. C'est une question politique. C'est en partie politique. C'est pour la même raison, en Chine, parfois, ils parlent d'une seule langue, bien que souvent, les gens qui parlent peut-être le cantonais, ils ne vont pas forcément comprendre le mandarin, et vice-versa. Mm-hmm. Donc, la langue inuit, on peut l'appeler comme ça? Moi, je l'utilise pour englober les différents dialectes, minimalement au Canada. Il y a un autre terme aussi qui a été proposé par différents gouvernements inuits, surtout au Nunavut, le terme Inuktitut. Mm-hmm. Mais comme ces termes Inuktitut et Inuktitut sont très semblables, je trouve que c'est plus facile parfois d'utiliser langue inuit.
Donc, cette langue, elle est parlée de l'Alaska jusqu'au Groenland. Oui. On dit de la langue inuit que c'est une langue polysynthétique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La polysynthèse, c'est une étiquette parfois utilisée par les linguistes, mais qui n'est pas très précise dans le sens que c'est une étiquette qui fait référence au fait que ce sont des langues qui utilisent des mots longs et complexes, mais comment on va quantifier cette complexité, à quel phénomène on va l'attribuer, ça varie d'une langue à l'autre. Donc, en Inuktitut, en fait, dans les différentes variétés de la langue inuit, souvent, certains verbes doivent combiner avec un objet direct ou bien il va y avoir des suffixes qui jouent le même rôle que les adjectifs et les adverbes dans d'autres langues ou des suffixes qui vont jouer le même rôle que les auxiliaires ou les verbes modaux dans une langue comme le français. Et aussi un très riche système d'accords sur les verbes, un système de modes. Donc, tout ça fait en sorte qu'on peut mettre beaucoup d'informations dans une verbe dans cette langue qui serait communiqué dans plusieurs petits mots dans une langue comme le français, avec les déterminants, les pronoms, les auxiliaires, les complémentaires, des choses comme ça. Vous avez coécrit avec Émilie Kudlak un dictionnaire bilingue Inuit-Naktun anglais. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut écrire un dictionnaire quand les mots, en fait, s'inventent à mesure qu'on en a besoin? Est-ce que je comprends bien ce qu'est une langue polysynthétique? Oui, surtout, il y a des langues étiquetées polysynthétiques où peut-être il y a moins de puissance dans le système morphologique, ou peut-être les verbes sont complexes, mais les possibilités sont moindres qu'en Inuktitut. Mais en Inuktitut, le système morphologique fait en sorte qu'on peut mettre énormément de complexité. Donc, on peut transformer un nom en verbe, le retransformer en nom, le retransformer en verbe, et donc créer des mots très complexes, très longs. Ce qui fait en sorte que pour écrire un dictionnaire, il faut commencer avec peut-être les concepts plus simples, avec les formes de base des verbes. Ça serait impossible vraiment de créer un dictionnaire qui contient tous les mots possibles en Inuktitut. Mais même si on pense à des langues comme le français ou l'anglais, on ne va pas forcément mettre tous les mots possibles dans un dictionnaire du français ou de l'anglais. On ne va pas mettre tous les verbes avec « re » comme préfixe dans le dictionnaire parce qu'on sait que « re », on peut le mettre sur un grand nombre de verbes. On ne va pas forcément indiquer tous les formes plurielles si ça suit la règle normale pour former des pluriels en français. Et donc, il fallait faire des choix comme ça pour réduire la complexité. Donc, si une forme était prévisible selon la morphologie de la langue, c'était peut-être moins important de l'inclure. Il n'y a pas d'infinitif dans cette langue, donc on a utilisé les formes troisième personne singulier, des verbes à l'indicatif pour, encore une fois, éviter, on n'a pas mis tous les verbes dans tous les modes possibles. Mais c'est vrai que c'est un enjeu, cette question de qu'est-ce qu'on devrait inclure dans un dictionnaire d'une langue polysynthétique. Souvent, on s'est aussi basé sur la question de est-ce que quelqu'un voudrait chercher comment dire ce mot dans la langue. Donc, il y avait un exemple, je pense, de cher, pas très cher, économique. Et la traduction en Inuktitut de économique, c'était la négation de cher. Et donc, on a décidé de l'inclure parce que c'est quelque chose que peut-être les gens vont vouloir chercher dans le dictionnaire, donc on l'a inclus. Mais quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est, par exemple, on peut ajouter un suffixe qui veut dire pouvoir sur beaucoup de verbes. Tous les verbes où sémantiquement ça marcherait. Et donc, on n'a pas fait ça parce que ça ajouterait de la complexité au projet sans vraiment rendre le dictionnaire plus utilisable. C'est une langue qui s'écrit, la langue inuit, en alphabet syllabique et aussi en alphabet romain? Oui, il y a de la variation à travers les différentes régions. Donc, dans l'ouest de l'Arctique, c'est surtout l'alphabet romain. Au Nunavut et au Nunavik, c'est le système syllabique. Au Labrador, c'est aussi l'alphabet romain. Mais elle s'écrit depuis peu de temps, depuis 2 siècles environ? Environ, oui. Donc ça, est-ce que ça veut dire qu'on a peu de documentation? C'est sûr qu'il y a plus de documentation du groenlandais parce qu'il y avait plus de contacts plus tôt et le système de scolarisation en Groenland a commencé plus tôt. Il y avait des cours et des choses écrites dans la langue plus tôt. Mais pour les différentes variétés parlées au Canada, oui, il y a moins d'écrits et c'était surtout une langue transmise à l'oral, bien que toutes les langues, sauf comme les langues signées, sont normalement transmises à l'oral. L'écriture, c'est quelque chose qui vient plus tard et ce n'est pas toutes les langues qui sont écrites.
Comment se porte l'Inuktitut maintenant? Je dirais qu'il y a beaucoup de variations dans les différentes régions. Dans l'Arctique, généralement, la transmission de la langue continue aux jeunes générations dans certaines régions du Nunavut, surtout sur l'île de Baffin. Je pense que les choses passent assez bien au Nunavik. Mais dans l'ouest de l'Arctique, au Labrador et même à Iqaluit, peut-être qu'il y a eu un contact plus tôt avec les Européens ou bien des endroits où il y a plus de gens du sud du Canada, les choses vont moins bien. En fait, la majorité des communautés dans l'ouest du Canada, c'est plutôt les adultes, même les grands-parents, qui parlent la langue. Même chose au Labrador. Le fait qu'il y avait peut-être moins de contact avec les Inuits au nord du Québec et sur l'île de Baffin a protégé en quelque sorte la langue. Mais maintenant, je dirais c'est le manque de scolarisation dans la langue qui fait en sorte qu'il y a un certain danger pour la langue parce que souvent, les enfants ont seulement accès à l'éducation dans la langue pendant les premières années. Très vite, ça change vers soit le français ou l'anglais, surtout l'anglais, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont jamais vraiment la possibilité de développer des compétences, par exemple à l'écrit, dans leur langue maternelle. Au Nunavik, quand même, les Inuits dirigent leur propre système éducatif, donc ça doit aider quand même ou non? Oui et non. C'est vrai que dans l'entente de la baie James, ils ont un certain contrôle sur le système d'éducation, mais pour ensuite aller au cégep, à l'université, il y a plusieurs contraintes. Et même dans l'entente de la baie James, un des objectifs qui était ciblé par le gouvernement, c'est que les étudiants puissent continuer soit en anglais ou en français, mais surtout, je pense que le gouvernement voudrait qu'ils puissent continuer en français. Et donc, ça fait en sorte que le système d'éducation au Nunavik, ils essaient d'offrir une éducation trilingue. Et comme il n'y a pas suffisamment de ressources pour enseigner l'Inuktitut, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez d'enseignants, ce qui arrive souvent, c'est qu'après les premières années de l'école, les élèves ont peut-être 1 heure par jour dans leur langue maternelle. Donc, ils ne vont pas suivre un cours de sciences dans leur langue maternelle, ils ne vont pas suivre un cours de mathématiques forcément au secondaire dans la langue maternelle ou des cours, ils vont avoir à lire des romans, des textes plus compliqués dans leur langue maternelle. Donc, le système est plus orienté vers l'anglais et le français au secondaire. L'un de vos objectifs, c'est de contribuer à la revitalisation de la langue inuite ou à sa préservation. Quels sont les meilleurs outils pour ça? Ben, je dirais, c'est sûr que des choses comme des dictionnaires, des grammaires, des romans écrits pour des enfants, des livres jeunesse, tout ça, ça contribue. Mais je retournerai à cette question de la scolarité dans la langue. Un des problèmes pour non seulement l'Inuktitut, mais plusieurs langues, c'est que les élèves à l'école, ils se rendent compte assez vite si la langue est valorisée ou non, si leur langue est associée au succès, à des opportunités économiques. Et donc, si le système d'éducation ne valorise pas la langue, si l'Inuktitut n'est pas la langue de réussite dans les communautés, et si c'est soit l'anglais ou le français, ben les enfants vont voir ça et ils vont se mettre à parler entre eux en français, en anglais, plutôt que de parler en Inuktitut. Donc, malheureusement, trop souvent dans l'histoire des langues autochtones en Amérique du Nord, que ce soit le système des pensions autochtones, mais même les commissions scolaires actuelles, les écoles deviennent comme un véhicule pour favoriser les langues coloniales plutôt que les langues autochtones. Mais en ayant dit ça, il faut quand même avoir des ressources comme des dictionnaires adaptés aux enfants, des grammaires, du matériel pédagogique, soit bien traduit ou peut-être même des choses qui émanent des communautés eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une production culturelle importante en langue inuite? Par exemple, le théâtre, le cinéma, la chanson? Je sais qu'il y a un bon nombre de livres pour enfants qui sont publiés, mais un autre défi, je dirais, qui revient à cette question de dialecte et variété, c'est que les gens ne vont pas forcément vouloir adopter du matériel qui a été conçu dans un autre dialecte. Donc, si on imagine la situation peut-être du français, mettons qu'il n'y avait rien pour enseigner en français, est-ce que les francophones seraient heureux d'utiliser le matériel conçu pour le Picard? Peut-être que certains oui, d'autres non. Mais c'est un peu ça la situation. Il y a plus de matériel en ce moment qui est conçu pour l'Inuktitut sur l'île de Baffin.
Et il y a des commissions scolaires qui en produisent aussi du matériel. Mais souvent, même entre les villages, il peut y avoir des différences dialectales. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment une norme acceptée à travers ce territoire non plus. Parce que si on pense aux normes qui ont été développées pour les langues européennes, ils ont une origine assez violente dans le sens que c'était quelque chose qui était imposé par la loi dans le système d'éducation. Pour uniformiser, finalement. Pour uniformiser, mais souvent parce qu'il y avait une dialecte qui était considéré comme prestigieux, favorisé, soit du capital ou du roi, ou pas pour des raisons vraiment linguistiques. Et il n'y a pas vraiment eu un tel processus pour ces langues. Et c'est difficile d'en envisager, en partie parce que, comme le système d'écriture est relativement nouveau, ces choses, ça prend souvent plusieurs siècles pour que ça marche. Donc, je dirais que ça serait assez difficile d'imposer en ce moment une norme à travers des dialectes, parce qu'il faudrait aussi que les enseignants se mettent à enseigner une autre variété qu'ils ne comprennent même pas, peut-être. Et à l'intérieur de chacune de ces langues-là ou de ces variantes-là, est-ce qu'il y a des instances qui disent la norme? Oui et non. Donc, c'est sûr que en Groenland, ils ont un organisme qui veille à certaines questions de la langue. Au Nunavut aussi, il y a un organisme. Au Nunavik, ça serait peut-être la commission scolaire. Dans l'ouest de l'Arctique, il y a des centres culturels linguistiques, mais c'est surtout en évolution. Il y a des propositions, par exemple, pour uniformiser le système d'écriture, mais un des défis, c'est qu'il y a des différences fondamentales dans la prononciation des mots. Est-ce qu'on écrit Inuktitut avec un K, parce que c'est comme ça que c'est prononcé au nord de l'île de Baffin, ou peut-être Inuktitut, comme c'est prononcé parfois au nord du Québec. Et si on se met à écrire avec un K, comment est-ce que les gens qui ne le prononcent pas comme ça, comment est-ce qu'ils savent où mettre les K? Et si on écrit 2T, ben les gens au nord du Québec, ils vont avoir à écrire différemment aussi de comment ils parlent. Puis ça devient une question de force de frappe, finalement. Ce n'est plus une question linguistique. Oui. C'est plus social, un enjeu de comment gérer le système, oui. On a besoin de nouveaux mots tout le temps, parce que la réalité change. Donc les néologismes, ce sont les locuteurs eux-mêmes qui les créent. Oui, parfois, j'imagine les traducteurs, les commissions scolaires, mais oui, aussi les locuteurs eux-mêmes, oui. Si on veut se familiariser avec une langue inuite, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure chose serait de suivre des cours, sauf que l'accès à ces cours est assez limité dans le sud du Canada. Donc, moi, j'ai déjà suivi un cours qui a été offert à Avatak, mais l'idéal, vraiment, serait de suivre des cours offerts dans le nord. Donc, je sais que, par exemple, à Iqaluit, il y a des cours souvent donnés pour les gens qui travaillent pour le gouvernement à Iqaluit, ou même encore plus d'aller vivre avec peut-être une famille serait l'idéal. Oui, c'est un investissement quand même en temps. Oui, parce que comparativement à d'autres langues, il y a moins de ressources en ligne. Il y a aussi un site pour apprendre la variété parlée, les variétés surtout parlées au Nunavut, qui s'appelle Tusaalanga. Mais comparativement à d'autres langues, par exemple, il n'y a pas de version de Duolingo pour l'Inuktitut. Donc, il manque vraiment des ressources pour l'enseigner aux gens d'ailleurs. Mais il y a Google Traduction maintenant. Oui. Depuis 2024, c'est très récent. J'ai pas l'impression que c'est super fiable. Je pense que pour l'utiliser, de traduire peut-être un texte d'Inuktitut vers anglais ou le français, peut-être qu'on pourrait déchiffrer assez bien le sens d'un texte, mais j'ai pas l'impression que les traductions de ces langues vers l'Inuktitut vont être très naturelles. Parce que je pense qu'ils étaient un peu limités par le type de texte qu'ils avaient traduits dans la langue. C'était beaucoup, souvent, les textes gouvernementaux. Administratifs. Oui. Et l'Inuktitut est une langue officielle dans plusieurs régions? Oui, c'est une langue officielle au Nunavut. Il y a aussi un statut officiel au territoire du Nord-Ouest.
Au Québec, il y a un statut officiel en éducation grâce à l'entente de la baie James, mais étant donné que la loi ou les lois au fédéral sont orientées autour des langues officielles, ils ne jouissent pas vraiment du même financement que les langues officielles. Donc, même au Nunavut, ils sont obligés d'offrir des services en français et en anglais, traduire des documents en français et en anglais. Et ils utilisent un peu les miettes restants pour enseigner leur langue, documenter leur langue, transmettre leur langue. Donc, le statut officiel est assez limité si ce n'est pas attaché à l'argent. Donc, ce n'est pas nécessairement un facteur de protection imparable. Le simple statut officiel, non. Ça peut aider, comme donner le droit de se faire éduquer dans la langue. Ça peut avoir un impact. Mais au territoire du Nord-Ouest, je pense qu'il y a une douzaine de langues officielles, mais je ne pense pas que ça donne beaucoup de protection si les gens n'ont pas un accès à l'éducation de la langue, s'ils ne peuvent pas regarder des médias dans la langue, faire leur travail dans la langue. Un peu comme si on pense à la situation au Québec pour le français, c'était vraiment les lois qui ont donné des droits aux francophones et le financement pour appuyer ce système qui a fait en sorte qu'on a pu enseigner le français aux immigrants, faire en sorte que les francophones puissent travailler, aller à l'université en français, etc. Donc, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour revitaliser l'Inuktitut? En fait, je pense que ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Il y a des régions où, malheureusement, les gens qui parlent la langue sont plus vraiment à l'âge où ils voudraient enseigner dans les écoles. Et donc, dans une communauté ou une région où c'est plus les grands-parents, les gens à la retraite, c'est assez difficile. Donc, il y a des projets de ce qu'on appelle soit des nids de langue ou il y a un autre qui m'échappe, mais où on met peut-être une année avec des jeunes adultes et ils font des activités ensemble pour apprendre la langue. Dans un contexte où les jeunes adultes ou les gens qui voudraient travailler dans les écoles sont en mesure d'enseigner un système soit d'immersion ou moitié de la journée, de vraiment maximiser le nombre d'heures. Je pense que l'UNESCO recommande que dans ces contextes de langue minoritaire, à peu près toute la scolarité pour les 6 premières années devrait être dans la langue. Et donc, s'ils pouvaient faire quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait en partie au moins protéger ces langues. Après, donner la possibilité de suivre plus de cours au secondaire dans la langue, essayer d'associer davantage la réussite dans la vie à l'école, à la maîtrise de ces langues, de fournir aussi du financement pour ces programmes et pour qu'il y ait des avantages pour les gens. Parce que je pense que si un enfant voit, je vais avoir plus d'options pour ma carrière, je vais avoir plus de financement, je vais avoir plus de chances de trouver un emploi si je parle la langue. Encore une fois, c'est pas si différent de la situation du français au Québec. Je dirais que les avantages économiques, avantages en éducation, c'est plus ça qui pourrait changer le jeu. Qui serait l'incitatif. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste? Une chose qui a un peu changé dans la dernière loi sur les langues autochtones, c'est qu'ils essaient d'avoir plus de financement continu. Donc, c'est un petit peu moins du financement pour des petits projets. Il faut toujours faire une autre demande pour un autre petit projet. Donc, un financement continu durable. Mais je pense que si les différents gouvernements au Canada veulent vraiment assurer la santé de ces langues à long terme, il faudrait que ça se passe par un financement durable des systèmes et de peut-être aussi assurer comme un droit fondamental la possibilité d'une scolarité minimale, peut-être les 6 premières années dans la langue, dans la mesure où c'est possible. Un droit ou une obligation? C'est compliqué aussi par le sens que certaines communautés autochtones peuvent, ou certains membres de ces communautés peuvent décider, non, nous, on veut que les enfants apprennent l'anglais ou le français pour ensuite aller à l'université, devenir des médecins, des infirmières, des enseignants. Donc, il faut respecter la volonté et les vœux de ces communautés, mais maintenant, je dirais que les membres de ces communautés sont dans une posture où ils n'ont pas vraiment le choix.
comme ces langues ne sont pas suffisamment appuyées, comme le seul choix, c'est d'avoir recours à l'anglais ou au français. Mais je pense que s'il y avait un système où les enfants pouvaient à la fois apprendre leur langue et en même temps, peut-être avec un système d'immersion plus tardive, maîtriser aussi une des langues coloniales, on pourrait avoir le meilleur des deux mondes. Ils pourraient protéger leur langue et apprendre une langue, en guillemets, mondiale. Mais trop souvent, maintenant, je pense qu'il n'y a pas assez d'attention portée à l'enseignement et la protection de ces langues dans le système d'éducation. Merci Richard Compton. Merci à vous. Nakurmik? Oui, Nakurmik. Un grand merci à Richard Compton, professeur au département de linguistique de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la transmission et la connaissance de la langue inuite, de nous avoir permis de connaître un peu mieux la langue des peuples du Nord dans sa richesse et sa vitalité. L'émission Confluent est portée par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus sur nos activités, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'Organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.